Nous, on est dans un domaine, celui de la gestion de l'énergie électrique, où je pense les laboratoires d'essai sont indispensables pour soutenir la recherche, l'innovation et le développement de nouvelles offres. C'est un outil très intéressant pour démontrer leur qualité, leur robustesse et leur fiabilité. J'ai vraiment rencontré des gens formidables, engagés et passionnés par leur travail, et l'évolution de nos capacités techniques à travers les âges a toujours soutenu l'entreprise, et les innovations chez Schneider Electric ont été très nombreuses au fil du temps. La société Merlin & Gérin est fondée fin 1919 par Paul-Louis Merlin et Gaston Gérin, deux ingénieurs arts et métiers et par ailleurs amis. Tout commence donc ici, le 1er janvier 1920, rue du Montessier de Clermont, à 2 pas de l'endroit où nous nous trouvons. Un an après la création de l'entreprise, convaincu par l'importance de la maîtrise technique, il décide de créer un service des laboratoires et un bureau d'études. La finalité sera de répondre aux besoins des clients et aux exigences en matière de qualité. Le laboratoire à 200 000 volts, premier du genre dans la région, voit le jour. C'est grâce à ce laboratoire que l'entreprise a pu mettre au point le premier disjoncteur 70 kV et a lancé sa gamme de disjoncteurs à huile moyenne tension. Aux alentours de 1925-1930, la distribution d'énergie électrique commence à évoluer et on passe à distribuer l'énergie aux alentours de 63 à 90 kV. Du coup, les laboratoires à 200 kV, ça ne suffit pas forcément pour développer tous les nouveaux appareils. Merlin & Gérin veut bien évidemment lancer de nouveaux appareils pour ces nouveaux besoins. Du coup, on démarre les années 30 avec l'inauguration d'un laboratoire d'essai électrique à 800 kV en 1931, où le principal objectif, c'est en fait de permettre aux chercheurs de mieux comprendre les arcs électriques pour mieux les dominer. On teste alors des appareils haute tension de grande dimension dans ce nouveau laboratoire qui est aussi équipé d'un système d'aspersion d'eau, permettant du coup de reproduire de la pluie, c'est-à-dire on arrive à tester des appareils dans un environnement qui se rapproche au maximum aux vraies conditions d'utilisation de ces appareils. Il permet de mettre au point les gammes de disjoncteurs haute tension. Également le développement des disjoncteurs pneumatiques 63 et 90 kV. Donc sa construction repose sur un élément central qui est le turbo-alternateur de choc d'une puissance de 800 MVA et qui sera renommé plus tard GA. Donc sa commande est passée le 20 avril 1934 à la compagnie de Fivelil qui réalisera cette machine dans ses ateliers de Givors et sa construction prendra une quinzaine de mois. Son stator pèse 50 tonnes, son rotor 20 tonnes et le moteur d'entraînement développe une puissance de 2000 chevaux. La construction débute en 1935 avec l'édification du hall machine, des cellules d'essai, des auxiliaires, des salles de commande et de contrôle, parmi lesquelles la salle d'enregistrement avec les oscillographes. La première mise en route de l'alternateur a lieu le 9 novembre 1936 et il s'ensuivra une longue période de mise au point et d'essai, à l'issue de laquelle l'inauguration officielle sera effective fin 1937. La réception est finalement signée le 11 mars 1938. Pour la petite histoire, l'enregistrement des courbes se fait avec des oscillographes qui dessinent sur les bandes de papier. Certaines années, il faut imaginer que plus de 3 km de papier vont être utilisés. Dans les années 40, nous avons des grandes réussites et le laboratoire permet la mise au point de disjoncteurs pneumatiques DPF2. Nous avons de nouveaux produits et de nouveaux records, notamment avec les PCF2, un disjoncteur qui arrive à couper 100 kA sous 15 kV, une remarquable performance. C'est un design très robuste et la vraie preuve, c'est qu'on utilise ce disjoncteur jusqu'à aujourd'hui, 76 ans plus tard, dans la protection de nos alternateurs GA et GB.
Dans la nuit du 10 au 11 décembre 1943, le laboratoire est terriblement endommagé par un sabotage. Après réparation et différentes améliorations, il reprendra son service le 15 mars 1945, soit exactement 7 mois après la libération de Grenoble. Juste après la guerre, l'entreprise est en plein essor d'innovation et on démarre l'âge d'or de la moyenne haute tension. En octobre de 1949, André Latour dépose un brevet. C'est la naissance de Solenarc en 1950. C'est un exploit face à la coupure dans l'huile. C'est une technologie qui vient révolutionner la coupure sèche dans l'air, où on vient allonger l'arc électrique entre les plaquettes métalliques de la chambre de coupure. Pour l'anecdote, le général de Gaulle, alors président de la République, déclencha le 7 octobre 1960 un essai sur ce produit et il se déclara très impressionné par le résultat. Les travaux d'extension de la salle des machines débutent en juillet 1952. Ce sont des gros travaux avec un massif béton de 700 tonnes et un pont roulant de 25 tonnes. Le bâti, le rotor et le stator sont réceptionnés entre mars et mai 1954. Le 11 juin, c'est la première mise en route de GB et il faudra encore attendre 1960 pour la première mise en parallèle de GA et de GB. Avec ce nouvel alternateur, le laboratoire réalise plus de 10 000 essais entre 53 et 54. Alors qu'en 18 ans, l'alternateur GA seul ne comptait que 25 000 essais. En 1949, le laboratoire de puissance réalise une première extension avec la construction d'un hall qui abritait à l'époque le laboratoire d'essai sur les transformateurs, et notamment les transformateurs au quartz. Hall qui abrite aujourd'hui le laboratoire d'essai Foucault du pôle fonctionnel, et c'est également là que nous sommes en train de mettre au point un nouveau moyen d'essai dédié aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Puis en 1957, le laboratoire d'essai s'agrandit à nouveau avec la construction de la tour nord, où je me trouve actuellement, avec le laboratoire d'électrique moyenne tension, et en toiture, un château d'eau qui servait à l'époque à constituer une réserve pour le refroidissement des alternateurs de puissance. En plus de Solenarc, le laboratoire permet aussi le développement d'une nouvelle gamme, cette fois-ci pour la basse tension, ce qu'on appelle le Compact W de 1952. C'est une gamme de produits avec grand succès. Les 100 millième compact sort de l'usine en 1958 et 4 ans plus tard, on a déjà plus de 350 000 appareils en circulation dans le marché mondial, ce qui fait environ un appareil toutes les 2 minutes en sortant de l'usine G de Grenoble en 1962. Autre inauguration, celle du laboratoire d'essai très haute tension. Monsieur Test, comment fonctionne ce laboratoire d'essai ? Eh bien, la qualité de l'isolement d'un appareil se définit à partir de 2 genres d'essais essentiellement. Tout d'abord, l'essai de surtension. Dans les années 60, c'est la course vers les très hautes tensions. Pour développer ce type d'appareillage, qui peut atteindre 8 à 10 mètres, il faut de très grands halls d'essai. L'ancien laboratoire 800 kV ne suffit plus. On a donc entrepris la construction d'un nouveau laboratoire selon les règles de l'art de l'époque, c'est-à-dire un accès par échelle, corde, sans aucune ligne de vie à 25 mètres du sol. Les 2 transformateurs FLI seront installés avant même la fin des travaux, moyennant bien entendu d'importantes mesures de protection. Et mis en cascade, ces transformateurs permettent d'atteindre une tension d'essai de 1,2 million de volts. À cette époque, pour rester complètement autonome et compétitif dans sa R&D, l'entreprise décide pour la 3e fois d'agrandir le laboratoire de puissance. Son objectif est simple, répondre à l'évolution permanente de la performance des produits. Dans une première phase, furent mis en service en 1963 4 transformateurs monophasés élévateurs TSA, associés au mythique jeu de barre aérien 100 kV, toujours en exploitation à ce jour. Puis,
le 12 décembre 1966, un nouvel alternateur de 2500 MVA est commandé pour la somme de 5 millions de francs. Il sera doté d'un rotor de 50 tonnes et d'un stator de 225 tonnes. Pour bien accueillir ce nouveau générateur GC, on construit un nouveau bâtiment, ce qu'on appelle AI Sud, qui correspond à un quasi-doublement de surface du labo. Nous avons de nouvelles cellules d'essai fermées avec une hauteur de sous-plafond de 11 mètres. L'alternateur a été construit à Givors et a rejoint la station d'essai Grande Puissance le 22 décembre 1968. Il faut vraiment se représenter un énorme convoi exceptionnel, 65 mètres de long, 5 mètres de large, plus de 360 tonnes et beaucoup de roues. Grâce à ses grandes propriétés diélectriques et son exceptionnel pouvoir de déionisation du plasma d'arc, l'SF6 vient remplacer la coupure sèche du solénarque et la coupure à air comprimé I dans l'huile. C'est la naissance des gommes FA et FB en haute tension et des gommes Fluarc, puis Rolarc, puis RM6 et SM6 en moyenne tension. Les SF6 s'imposent jusqu'aux années 2000, quand Schneider a la volonté de proposer des produits plus durables. Il s'oriente plutôt vers des technologies à ampoule à vide. En basse tension également, sort en 1972 le F32. C'est l'ancêtre de l'emblématique gamme que tout le monde connaît, Multi-9. Puis en 1976, c'est le lancement du Compact C, qui est une version améliorée de la gamme Compact, avec notamment des modèles à fort pouvoir de coupure qui ont pu être mis au point dans nos installations. La CEM fut introduite par Alain Charrois en 1980. À cette époque, le laboratoire CEM se réduisait à une seule cage de Faraday installée dans un hall de Volta. Depuis lors, l'expertise CEM n'a jamais quitté les fonctions centrales et ses moyens connurent un développement permanent. En 1995, l'entreprise revisite le Master Pack et en profite pour porter ses performances jusqu'à 200 kA. La décision est prise de remplacer les 3 transformateurs monophasés de la piste 4 par un nouveau transformateur beaucoup plus puissant. Cela a permis la mise sur le marché des nouveaux Master Pack NT et MW. C'est JST à Lyon qui fabriquera le nouveau transformateur. Les performances et les dimensions sortent de l'ordinaire. 114 tonnes, 400 kA efficace, 960 kA crête, c'est presque 1 million d'ampères. Pour l'anecdote, le convoi, qui ne passe pas sous un pont au niveau de Saint-Martin-le-Vinou, doit emprunter l'autoroute en sens inverse. Entre 2004 et 2005, les laboratoires de Nanterboul et Volta ont été regroupés sur le site de Grenoble. Une grande vague d'investissement a alors permis la création de nouveaux bâtiments et moyens d'essai. Et aujourd'hui, la surface totale des laboratoires sur ce site est proche de 7000 m². De nouveaux moyens d'essai ont été créés ou modernisés pendant cette période et cela nous a permis d'élargir encore plus notre scope d'essai et améliorer nos performances. Nous avons acquis par exemple une nouvelle cage semi-anéchoïque à 3 mètres pour la CEM, une chambre à poussière pour les essais IP, 2 nouveaux stands d'endurance électrique basse tension ont été installés, la zone baptisée Kirchhoff. Cela nous a permis pour la première fois de réaliser des essais de manière automatique sur plusieurs branches. Nous avons aussi investi dans de nouveaux steps visant à l'automatisation de certaines séquences d'essais complexes et cela nous a permis de réduire considérablement la durée de certains essais multicontraintes. Ce sont tous des moyens modernes, pour certains uniques au monde, comme les STEP 4+, qui entre 2014 et 2016 nous permet la mise au point et la certification de la classe 1 du nouveau Masterpack MTZ. Naturellement, se dessine la philosophie de développement des installations d'essai. Le laboratoire s'ouvre de plus en plus à l'extérieur et les clients du monde entier viennent réaliser leurs essais ici. Ils y trouvent des moyennes d'essai,
des labos accrédités et des compétences uniques. Il y a eu un tournant entre 2008 et 2010 où le laboratoire réalise plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, avec un portefeuille d'environ 60 clients fidèles qui viennent chez nous pour nos installations et nos compétences. On est en contact direct avec les clients et cela renforce notre engagement et notre sens du service. Je me souviens encore très bien de ce que nous disait le responsable de l'ingénierie de Schneider Electric à l'époque, de poursuivre dans cette voie car cela apportait un regard neuf sur notre travail, nous permettait de mieux comprendre les besoins du client et nous guider dans notre quête permanente d'excellence. Le laboratoire disposait déjà de moyens d'essai en courant continu. Suite au rachat d'un pont redresseur auprès du laboratoire des champs magnétiques intenses, une nouvelle étape est franchie avec des courants de court-circuit de 150 kA 1000 volts. Cette installation, qui a quand même évolué au fil du temps, nous a permis de valider plusieurs offres en courant continu dans des différents marchés comme les photovoltaïques, les transports ferroviaires, la marine, les bornes de recharge ultra rapides pour les véhicules électriques, parmi plusieurs d'autres. En 15 ans et après plusieurs vagues d'amélioration, d'un montant total d'environ 400 kg, la barre de 200 kA et 2000 volts DC est franchie en 2016. Nous avons une grande motivation pour l'avenir. On travaille sur un portefeuille de projets que l'on manage sous forme de backlog et qui englobe des projets d'automatisation, d'amélioration, de digitalisation et d'extension vers de nouvelles capacités de test. Et cette stratégie nous permet d'avoir à la fois une vision à long terme pour suivre l'évolution du paysage énergétique et notamment le courant continu, mais aussi d'être très réactif aux nouveaux besoins de la qualité, de nos usines et de la R&D. Nous sommes en train d'aller vers un monde plus digital qui comprend la réalité augmentée, la supervision et la connectivité des produits et systèmes à nos installations DC. Nous faisons la collecte, l'architecture et l'analyse des données. Pour vous donner une ordre d'idée, depuis ces 2 dernières années, nous avons recueilli autant de data que depuis que le labo existe. Au labo, on utilise les nouvelles technologies numériques disponibles chez Schneider afin de rendre nos moyens d'essai plus robustes et plus intelligents. Et en fait, ça constitue un véritable gap technologique sur la surveillance de nos installations. Par exemple, notre projet Hypervision, qui repose sur la création d'un jumeau numérique de notre alternateur GA. Cette plateforme agira en tant qu'encapsuleur de 5 nouvelles interfaces. La démonstration client, la formation des nouveaux arrivants, le suivi des indices de nos performances énergétiques, l'aide à la localisation des défauts et enfin la maintenance prédictive obtenue grâce aux 215 points de mesure remontés en temps réel au module d'analyse. L'avenir du laboratoire repose désormais sur l'association du numérique à nos technologies cœur afin de fournir de plus en plus de données et des données de qualité pour supporter Schneider Electric dans sa quête permanente d'innovation pour un monde et une énergie électrique plus durable et accessible à tous.